Bienvenue au webinaire ISOGEO. Bonjour à tous. Donc on est très heureux de voir autant de participation. On est une petite quarantaine. Aujourd'hui c'est le deuxième webinaire d'une série de 3 autour du Geodata Management, après celui du 17 mars qui était vraiment focalisé sur la directive Inspire et à l'occasion duquel on avait reçu Pascal Laurie du CNIJ et Lorient Agglomération pour démontrer le projet. Aujourd'hui, Clotilde et moi-même sommes bien contents de recevoir Hervé Albou, qui est consultant en géographie, et Nathalie Le Tessier pour le pôle mutualisé SIG entre la ville de Créteil et l'agglomération Plaine Centrale. Donc tout d'abord, avant de commencer et de parler donc de comment on peut répondre à la directive Inspire et à l'ouverture des données publiques, je vous rappelle que l'outil de webinaire vous permet donc de poser des questions, ce qui n'est pas forcément un chat, mais qui vous permettra donc de poser des questions aux différents intervenants et nous répondrons donc à la fin de la session. Le webinaire est enregistré, ainsi que les supports de présentation qui donc seront diffusés via le blog d'ISOGEO notamment, dès la semaine prochaine. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais passer au menu, à l'ordre du jour. Donc d'abord, Hervé Albou, consultant en géographie et en stratégie, rappellera les éléments de contexte et d'écosystème autour de la directive Inspire et de l'open data. Donc c'est des sujets qu'il connaît bien, qu'il a l'habitude de traiter. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, je ferai une présentation un peu en tant que chef de projet en charge de l'expertise Open Data ISOGEO, donc d'ISOGEO et de la vision d'ISOGEO et de l'outil ISOGEO au regard de la directive Inspire et de l'Open Data, comment nous on pense qu'on peut répondre aux deux de façon complémentaire. Et enfin Nathalie Le Tessier, donc la responsable des SIG de la ville de Créteil et de l'agglomération de Plaine Centrale, nous fera un retour d'expérience sur son projet de catalogage sur ces deux thématiques. Et nous passerons ensuite aux questions. Hervé, si tu es prêt, je vais donc te passer la main pour passer tes slides et donc c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? J'ai bien mon écran? Tu vois mon écran? Oui, on voit ton écran. Celui avec on voit pas le PowerPoint. Ah bon, alors je vais changer de place. Donc il faut au moment multi-écran. Voilà. Là, ça va être mieux. Ça va être bien mieux, il me semble. Non, vous voyez toujours que la liste des diapos. Alors, je vais réduire tout ça. Je ramène ça. Voilà. Il est en train de m'ouvrir. Voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir effectivement de participer à un webinaire ISOGEO parce que c'est une solution que je suis depuis un certain nombre d'années déjà et qui apporte quelque chose d'un peu nouveau sur la planète de gestion des données. Et c'est vrai que la directive Inspire et l'Open Data sont des opportunités particulièrement intéressantes aujourd'hui pour travailler sur la donnée géographique. Alors, je vais parler en une petite dizaine de minutes de gouvernance de l'information géographique. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, qui a un sens relativement large, mais qui est aussi important. J'ai ajouté sur ma petite diapo de présentation un proverbe africain que j'apprécie assez. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que dans la gouvernance, quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Et finalement, bien plus vite et bien plus efficacement que si on gère tout seul dans son coin.
Alors, la gouvernance de l'information géographique, c'est une notion qui recouvre, à mon sens, deux items particuliers qui sont la connaissance et la valorisation. Sur les données, bien sûr, j'utilise des données, je partage des données, que des choses que vous connaissez bien, je fais connaître mes données, là ça devient un tout petit peu plus difficile dès que l'on sort de sa collectivité assez souvent. Ça concerne les producteurs de données qu'on a eu pendant quelques années un petit peu tendance à oublier parce que les données elles existaient telles quelles dans l'organisme public et dans la collectivité et que on parlait beaucoup plus des référentiels que des données produites en interne. Aujourd'hui, on a bien conscience, les producteurs de données et surtout les responsables SIG ont bien conscience que la production de données est quelque chose d'indispensable et de bien plus important que les référentiels qui sont des référentiels généraux type cadastre, prodigène ou autres, et que même un certain nombre de données produites en interne deviennent eux-mêmes des référentiels, ce qui est quelque chose d'intéressant, puisque à partir du moment où je fais connaître, c'est pour ça que j'ai répété le je fais connaître sur cette ligne de producteurs de données, une donnée peut devenir effectivement un référentiel. C'est la connaissance de la valorisation aussi des usages qui sont extrêmement variés, consulter, réutiliser, ouvrir, faire connaître toujours, réutiliser et ouvrir sont des phénomènes aujourd'hui qui sont un petit peu plus omniprésents, entre autres par la directive Inspire, bien sûr, qui impose d'ouvrir ces données, mais aussi la réutilisation, parce que la réutilisation amène à avoir des données qui soient des données structurées, connues, répertoriées, réutilisables. Quand je parle de réutilisation, quand je dis je réutilise, c'est réutiliser des données essentiellement en externe, c'est pas simplement en interne, ça va de soi, c'est une question de bon sens, mais c'est aussi en externe. Donc la notion d'ouverture et de réutilisation prend tout son sens. Alors, ceci est, je peux constater de par mon expérience professionnelle que dans beaucoup d'endroits en France, il est encore bien difficile de bien connaître son patrimoine de données et de le faire connaître. Et la réunion, pour ceux qui ont pu y assister ou qui ont pu lire le compte-rendu, la réunion sur Inspire qui a eu lieu en fin d'année dernière à Paris, avait mis l'accent là-dessus. Alors pourquoi c'est si difficile de connaître son patrimoine de données, de le faire connaître? Bien, c'est différentes raisons. C'est difficile parce que les données, c'est pas évident de savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une collectivité. Et ne pas savoir ce qu'il y a, ne pas avoir d'inventaire de ces données dans un premier temps, avant de parler même de catalogage, ça a des conséquences qui sont importantes, qui sont des conséquences à la fois internes et des conséquences externes. Les conséquences internes, c'est assez facile de les deviner. L'inventaire, quand il n'est pas répertorié, quand il n'est pas fait de manière quasi exhaustive, l'exhaustivité n'est pas forcément facile, eh bien l'inventaire, la connaissance est extrêmement limitée. La notion d'inventaire, c'est quelque chose, j'insiste toujours là-dessus quand j'en parle, la différence entre l'inventaire et le catalogue, c'est que dans l'inventaire, on va retrouver, si possible, l'intégralité des données géographiques qui sont produites peu ou prou dans une collectivité, y compris les données de brouillons, de projets, de ceci, enfin tout ce qui touche à l'information géographique de plus ou de loin. Et c'est à partir de cet inventaire qu'on va pouvoir constituer après un catalogage. Autre conséquence, c'est que, je vous apprendrai rien, les duplications sont nombreuses, j'ai vu ça souvent dans ma carrière. Oui, et puis c'est pas, je ne fais jamais de reproches en la matière chez mes clients en disant ah vous n'avez pas d'inventaire, ah vous avez dupliqué vos données, non du tout, c'est comme ça, c'est un état de fait et c'est l'absence de catalogage qui amène ça, ce qui amène évidemment beaucoup de temps perdu à rechercher de la donnée ou à recréer de la donnée, ce que j'ai déjà vu un certain nombre de fois. Les conséquences en externe, exactement, c'est qui a quoi, on ne sait pas exactement qui a quoi, entre une collectivité et ses partenaires, enfin, et tous les acteurs qu'il y a sur le même territoire géographique. C'est pas toujours facile de savoir qui a quoi et surtout dans quel état. Du coup, qui connaît mes données, c'est également difficile. Si je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur et que je ne communique pas suffisamment non plus,
parce que je ne sais pas toujours ce que j'ai moi, c'est compliqué de savoir ce qu'il y a, comment se fait la circulation des données, et surtout comment les valoriser, parce que une donnée a quand même, une donnée géographique, enfin une information de manière générale, mais une donnée géographique en particulier, a une valeur. Ça, je pense que tout le monde en a bien conscience. Elle a une valeur d'acquisition, de production au départ. Mais elle a aussi une valeur qui est fluctuante dans le temps. Plus la donnée va être connue et utilisée, plus sa valeur va être grande. Moins elle va être connue, moins elle va être utilisée, plus sa valeur va être faible, voire nulle, et plus la donnée a le risque de mourir. Donc la valorisation de l'information est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, Inspire a été une véritable opportunité. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu maintenant, en fonctionnement d'Inspire. C'est vrai que en local, le schéma qu'on trouve assez souvent, c'est production de données en local qui remonte vers un niveau départemental ou régional en termes de catalogage de données, puis après vers le géoportail national, IGN, BRGN, j'aurais pu rajouter le logo du BRGN, puis après ça part vers Inspire, enfin vers l'Europe. Et on est censé aussi recevoir des autres pays d'Europe et accéder aux autres dans les autres pays d'Europe à des portails identiques pour aller chercher des données. Alors pas forcément sur notre niveau local à nous, bien sûr, mais sur d'autres régions. Alors, la perception d'Inspire, je vous l'apprendrai sans doute pas pour un certain nombre d'entre vous. J'ai été chercher quelques images qui m'ont inspiré, si je puis dire, sur Internet. Il y a une perception négative, c'est la première chose de ce qui est ressorti en France autour d'Inspire. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qui va nous poser problème. Et puis, il y a la version positive, pas idyllique, mais positive, qui dit que c'est une véritable opportunité. Et que cette opportunité, elle sert à la fois en interne à la collectivité, mais elle sert aussi à alimenter l'open data. Voilà, j'ai cherché un moment une image qui pour moi pouvait symboliser un peu le lien entre Inspire et l'open data. Voilà, vous avez toutes vos données qui sont Inspiro-compatibles dans une belle boîte de conserve sur votre serveur ou sur le portail national. Et puis derrière, j'ai les outils qu'il faut pour les ouvrir en open data et surtout pour les publier en open data, pour les faire connaître en open data et pour permettre une réutilisation en open data. Et il y a tout un écosystème autour qui va permettre de prendre, de comprendre et de réutiliser ces informations-là et d'apporter à leur tour, dans ces utilisateurs-là, ces réutilisateurs, une valeur ajoutée qui est absolument essentielle, qui va donner encore plus de valeur à la donnée, qui va venir de chez vous, qui va venir des producteurs, qui va venir des territoires, puisque c'est le meilleur emplacement de la production de la donnée, à mon sens, plutôt que des données qu'on peut trouver presque ex nihilo se promenant un peu partout sur Internet. Ce lien d'Inspire et de l'open data, c'est aussi pouvoir l'assurer à partir du catalogage de données. J'ai parlé d'inventaire tout à l'heure. L'inventaire, c'est un peu la boîte à compost de notre organisme public. On en produit des catalogues qui sont des données qualifiées, documentées, sur lesquelles il y a un tampon quasiment de qualité, si on veut bien le mettre dessus, avec un certain nombre de champs Inspire qui garantissent la normalisation et la structuration de la donnée. Et derrière, c'est ce type de catalogue qui puisse aller en open data. Alors, Isogeo en parle, j'en ai parlé aussi un certain nombre de fois, on a utilisé le terme d'open catalogue, qui est de mettre en place effectivement, dans cette gouvernance de l'information géographique, de mettre un catalogue qui est structuré, qui est documenté, à disposition du grand public en open data, en ouverture, véritablement, ce qui fait qu'on sait très précisément ce qu'il y a comme données dans la collectivité. Ça ne veut pas dire ouvrir l'intégralité des données, ça veut dire qu'elles existent. Et dire qu'elles existent, c'est les faire connaître. Après, qu'il y a des limitations sur telle donnée ne doit pas être fournie ou elle est fournie à telle condition, celle-là est sécurisée, celle-là est confidentielle. Ça, c'est autre chose, mais déjà le fait de le savoir, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on pêche beaucoup aujourd'hui dans cette notion de faire savoir, de faire connaître en France, et c'est un des éléments importants de l'open data et de la mise en œuvre d'Inspire. Alors, pour conclure, je dirais que
bon, voilà, j'ai cette petite image que j'ai prise sur Internet. Et la diapo suivante, je vous rassure, regroupe tous les crédits d'image que j'ai utilisés dans cette présentation-là. Bon, moi je suis un adepte des Schtroumpfs, et du camp Schtroumpf et de Gargamel depuis fort longtemps, et d'Azrael, son chat. Tout le monde, pas forcément, mais ce qui m'a marqué sur cette image-là, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est Google Maps qui fournit la localisation du village des Schtroumpfs, pour prendre une expression un peu triviale, je dirais que tout fout le camp et qu'il n'y a plus de contrôle sur quoi que ce soit. Alors, la gouvernance de l'information géographique, si je devais résumer en 2 ou 3 phrases, ça serait que à partir du moment où on a mis en place une gouvernance autour de cela, à partir du moment où on a catalogué ces données, où on connaît son patrimoine de données, où on le suit, où les responsables SIG peuvent avoir un véritable rôle de tour de contrôle sur l'information géographique dans les organismes publics, et on va être capable d'ouvrir et de mettre en open data des données qualifiées. Et à partir du moment où ces données qualifiées pourront être réutilisées à l'extérieur, y compris par des organismes comme Google Maps, comme IR ou d'autres, et que à partir du moment où ils auront l'assurance que ces données-là sont fiables, ils n'iront pas créer des données eux-mêmes dont on ne connaîtra pas forcément la source, ils utiliseront les données du territoire et ces données seront valorisées. C'est ça qui est important. Sinon, j'ai tendance à dire que la nature ayant horreur du vide, une collectivité qui ne mettra pas ses données en open data avec une documentation, une bonne structuration et qui ne les ouvrira pas, d'autres le feront à sa place, sauf que les données ne seront peut-être pas de la même qualité et ça mettra aux oubliettes tous les investissements et les productions de données qu'aura pu faire la collectivité qui n'aura pas voulu les ouvrir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite introduction. Très bien. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci, merci Hervé pour ton introduction. Hop, voilà, je reprends la main. Donc l'idée, on a bien effectivement compris que cette gouvernance est importante et qu'elle permet effectivement de donner, qu'on aille vers Inspire ou vers l'open data ou vers d'autres sujets de geodata management finalement. C'est plutôt un préalable. Donc pour ma part, je vais essayer de vous présenter rapidement un peu. On va faire quelques minutes sur ISOGEO, histoire que ceux qui ne connaissent pas puissent se rendre compte un peu de ce que c'est, et pour ceux qui connaissent, eh bien une petite piqûre de rappel, et puis surtout de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Ça peut toujours donner des idées. Donc d'un point de vue société, ISOGEO, c'est une petite entreprise fondée par Mathieu Becker il y a 6 ans, et qui a une solution, donc une solution logicielle, dont on vient de fêter de façon magistrale les 3 ans il y a 15 jours. Voilà, et on continue en fait d'aller vers notre vision de Geodata Management. Donc il y a quelques métriques en termes de données, d'utilisateurs et de millions d'objets géographiques. D'un point de vue logiciel, donc il s'agit d'une plateforme cloud, internet, donc qui permet d'inventoriser les données géographiques et de les ranger dans des catalogues. L'idée, c'est pas juste de faire des métadonnées pour avoir fait des métadonnées, c'est fait pour ensuite pouvoir partager ces catalogues, donc avec différents niveaux de granularité. Donc soit pour l'interne, ce qui peut être très utile, par exemple, pour mettre en réseau un peu la connaissance sur les données géographiques en interne, notamment dans des grands organismes, des grandes entreprises, dont parfois les différentes entités sont un peu cloisonnées, notamment sur leurs données, tout en respectant chacun son contrôle, avec un réseau partenarial, donc on pense souvent au projet Pépige en Nord-Pas-de-Calais, ou avec donc le grand public, les citoyens. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on appelle open data. Voilà, et derrière ça, il y a quand même des gains assez intéressants en termes de temps, donc d'argent et surtout d'énergie, c'est-à-dire qu'on s'énerve un peu moins à faire tout ce qui est métadonnées et on se concentre sur les vraies valeurs ajoutées de nos métiers. Donc notre vision, nous, c'est simple, c'est que bon, la data aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on appelle un peu X-data et pas data X. Donc X-data, elle est un peu sous toutes ses formes, avec souvent du géo au milieu. Et l'idée, c'est qu'importe en fait la data, l'idée c'est de bien la contrôler, bien la gérer,
de pas se laisser déborder, parce qu'en termes de volume, ça explose. Voilà. Et c'est d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est bien de stocker des terras de données. L'idée, c'est d'aller vers l'utilisation et la valorisation de ces données. Donc voilà. Et en gérant bien et en gouvernant bien ces patrimoines de données géographiques, en fait, on s'ouvre la voie à des valorisations multiples. Alors, qu'elles soient liées à des contraintes légales, type la directive Inspire avec le joli ananas dans le nuage, que ce soit pour des contraintes en interne, avec des modes de stockage un peu dynamiques, que ce soit dans le cadre d'une politique, d'une opération de communication, dans une démarche d'ouverture, en interne ou en externe, qu'importe, au final, c'est d'avoir voilà, une vision un peu globale de son patrimoine de données. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc juste une dernière slide et après je vais vous passer sur l'outil. C'est que sur la plateforme en standard, il est possible déjà, donc nous, comme on scanne les données, on a déjà une boucle assez longue, donc de boucler cette boucle en téléversant manuellement les jeux de données, donc pour lier la métadonnée à la donnée. Donc voilà, nous on crée la métadonnée depuis la donnée et donc en liant, on boucle la boucle. Et puis créer facilement, donc j'ai mis environ peu ou plus 3 clics, selon votre niveau de maîtrise, des interfaces web d'accès aux données avec des consommations automatiques de liens de téléchargement et ou de visualisation. Donc nous, c'est ce que l'on a appelé la brique Open Catalog. Ou pour aller au-delà du standard, il est possible de monter donc des projets dédiés. Donc c'est aussi ce dont va nous parler après Nathalie Le Tessier à Créteil, mais ça a été aussi déjà le cas dans d'autres projets. Comme la Moselle par exemple, comme Pépige, comme d'autres, Mayenne, etc. Donc là, nous, on met à disposition une API REST, donc qui est un standard interopérable web. Il peut aussi passer par le CSW si on préfère les normes EGC. Et l'idée, c'est de construire des portails et des services basés sur cette API. Voilà, on peut aussi avoir des briques de téléversement automatiques et intelligents, donc intelligents au sens où on peut tirer parti donc de l'intelligence du scan des données, du scan automatique d'ISOGEO. Voilà, et c'est des choses qui sont en train un peu d'aboutir en ce moment. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer sur l'outil, si mon PowerPoint veut bien laisser la place à l'écran. Voilà, donc je suis déjà authentifié, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ISOGEO, c'est déjà souvent c'est la page d'accueil, donc c'est vous voyez bien mon écran? Ouais. C'est ce que nous on appelle le tableau de bord. L'idée, donc voilà, c'est d'avoir un peu une vue globale, transversale sur son patrimoine. Alors que ce soit au travers des différents formats qu'on a en interne, que ce soit au travers des mots-clés, des thématiques inspire, etc. Donc nous, tout commence souvent par le scan, qui permet lui de faire l'inventaire de façon exhaustive et automatisée des données. Donc il remonte aussi en plus qui mâche un peu le travail en termes de documentation. Donc là, pour aujourd'hui, enfin pour souvent, pour la démonstration, j'ai pris des données IGN, donc le GeoFLA 2014. Enfin, il y a tout le 2013 aussi, 2012, mais on verra le 2014. Donc voilà, nous ça commence ici, donc je vous passe c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est qu'en entrée, on a une brique qui permet de recenser automatiquement. Derrière, on a un inventaire dans lequel donc il est assez facile de chercher. On peut par exemple taper donc justement ce mot-clé GeoFLA et pas GeoFLE. Voilà. Et on va travailler sur plutôt la France métropolitaine. Voilà. Et on va faire une petite recherche. Donc l'idée dans l'inventaire, c'est aussi le moteur de recherche dedans. Donc c'est pour s'inspirer un peu de tout ce que nous, voilà, de trouver facilement sa donnée. Donc avant de la mettre à disposition en externe, c'est déjà de nous la retrouver en interne. Donc là, vous retrouvez un peu les 13 jeux on retrouve un peu les 13 jeux de données. Et puis, comme j'ai bien préparé ma démonstration, je vais prendre département. Donc voilà, qui est une métadonnée, voilà, simple. Donc c'est les limites administratives des départements en France. Donc c'est une métadonnée que j'ai bien pris le temps de compléter. Et nous, ça va se passer, on va associer donc une ressource de téléchargement sur ces départements pour les mettre en données ouvertes. Donc c'est deux moyens différents, comme je vous le disais. Donc on peut très bien, donc d'une part, pour ajouter la donnée brute, on a deux choix qui arrivent. Soit on met l'URL vers un service de téléchargement externe qui existe déjà. Donc moi, par exemple, j'ai prévu de pouvoir permettre le téléchargement directement depuis le site de l'IGN. Donc j'ai ouvert mon petit GeoFLA à côté. Ici, j'ai mon département 2014, un joli petit clic droit, je copie l'adresse du lien,
et je vais aller le mettre là-dedans. Alors ça, ça peut être un site externe public. En interne, ça peut être, comme on a pu faire pour certains clients, des briques de téléchargement, donc basées par exemple sur GTF ou enfin GTF FME. Ça peut être un Dropbox, hein, si vous voulez. Donc là, je vais mettre télécharger depuis le site de l'IGN. Est-ce que non, je vais sur le site. Voilà, je vais dans l'historique du formulaire. C'est toujours plus sympa. Voilà. Donc si je peux aussi donc faire une autre chose, c'est téléverser directement ma donnée sur Isogeo. Donc ici j'ai un autre petit onglet sur mon petit formulaire, donc téléverser. Et donc tout à l'heure j'ai téléchargé aussi. Voilà, donc vous voyez dans mon dossier j'ai mon petit 7-zip téléchargé préalablement, et je vais le faire glisser déposer ici. Voilà. Et quand je vais valider, il va être téléversé donc sur le cloud d'Isogeo. Voilà, et puis je peux modifier le titre parce qu'il était un peu compliqué. Voilà, alors je vais laissez-moi le temps parce que là, télécharger les données au format shapefile. Voilà, je fais valider, et quand je vais enregistrer, mes ressources vont donc être associées, et vous voyez, il y avait déjà d'autres liens qui étaient déjà associés par ailleurs. Donc voilà, on va pouvoir un peu aller les voir. Et quand je vous disais ensuite, donc ça c'est la partie administration, donc en tant qu'administrateur, voilà, j'ai référencé ma donnée. Si elle est modifiée, le scan me la mettra automatiquement à jour, donc c'est toujours une bonne chose. Et donc l'idée maintenant, c'est d'aller créer une interface de consultation. Donc pour ça, ça se passe dans l'administration. Voilà, donc là, il faudrait que mon navigateur avec le partage d'écran arrive à la vie. Voilà, donc c'est un partage. Donc je vais le créer ici tout de suite. Voilà. Je crée une petite application. Donc je vous passe les détails, hein, quand on maîtrise la plateforme, c'est relativement facile. Mais vous voyez, je choisis donc nous ce qu'on a appelé Open Catalog. Vous avez aperçu qu'on peut créer des serveurs CSW très facilement. Il me semble, excusez-moi, je n'ai pas regardé, elle est dans référentiel. C'est plutôt cohérent. Voilà. Je clique sur référentiel, j'enregistre. Je dis bonjour aux spectateurs du 4e webinaire, ou 5e d'ailleurs. Voilà. Je fais créer. Et donc, rapidement, une URL se propose à moi. Et en l'ouvrant, je vais arriver donc sur donc une interface web que nous on appelle Open Catalog. C'est une interface minimaliste mais efficace. Donc je peux chercher donc les départements. Donc là je pourrais utiliser le moteur de recherche, mais avec un petit coup de scroll, j'ai pas beaucoup de données, donc ça suffit. Et j'arrive donc sur ma fiche de métadonnées, donc qui est joliment présentée et qui permet ici donc de télécharger. Donc voilà, je retrouve téléchargé sur le site de l'IGN. Donc voilà. Oula, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah, c'est l'IGN qui me bloque, c'est que j'ai pas la clé qu'il faut. Il génère des clés de téléchargement, ou sinon depuis l'API donc Isogeo. Voilà. Donc voilà un peu comment il est facile donc de faire de l'open data avec Isogeo. À minima, évidemment, souvent ça fait l'objet de projets dédiés. Donc ces projets dédiés comme celui de Moselle. Et puis je vais laisser dans une minute la parole à Nathalie Le Tessier pour présenter celui de Créteil Plaine Centrale. Donc je vais revenir à ça. Voilà, donc merci de votre attention. Pour ceux qui ont le plaisir d'aller à Lisbonne dans un mois, je n'y serai pas, mais vous pourrez venir rencontrer le reste de l'équipe Isogeo. Si vous avez des questions sur l'open data, bien écoutez, rendez-vous à la fin de cette session. Et donc je vais sans plus tarder laisser la parole à Nathalie Le Tessier. Voilà, Nathalie, c'est à vous. Donc Nathalie qui va nous présenter retour d'expérience sur le projet de catalogage en vue d'Inspire et de l'open data pour la ville de Créteil et de l'agglomération Plaine Centrale. Bonjour, donc Nathalie Tessier, responsable SIG. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon, Monsieur Morin? Oui, on voit très bien votre écran. Parfait. Donc je commence. Oui, donc on m'a sollicité pour vous présenter le catalogage
qui a été mise en place au sein de la ville de Créteil et de l'agglomération Plaine Centrale. Avant de vous parler du géocatalogue Open Data, il semble intéressant de vous faire un petit rappel historique, un petit contexte en fait de notre démarche SIG plus globale. Donc en fait, nous, c'est une démarche qui est assez récente puisqu'elle a démarré concrètement donc, en 2010 avec nos recrutements. Il a fallu attendre un an pour vraiment bien connaître les besoins et valider la démarche au plus haut niveau, donc au niveau de la direction générale et également au niveau des élus, pour ensuite avoir les moyens d'agir et notamment d'avoir des moyens financiers et humains pour pouvoir faire des choses. Ce qui a permis donc en 2011 de pouvoir mettre en œuvre des outils, vraiment des outils SIG interne et externe. Je vous ferai rapidement un petit tour d'horizon dans la diapo suivante. Et puis également, évidemment, d'avoir des moyens, donc avoir un technicien SIG pour mettre en œuvre en fait tous ces outils. Ce qui nous a permis donc au printemps 2012 d'avoir concrètement des outils opérationnels à la fois pour répondre aux besoins internes de gestion et d'aide à la décision des agents, mais aussi des besoins de communication auprès de la population. Et il avait été également demandé donc, par notre président et maire, parce que donc, je suis le SIG est mutualisé entre la ville de Créteil et l'agglomération Plaine Centrale, donc on parle à chaque fois pour les deux échelons, d'avoir aussi donc, vraiment un regard tout particulier sur l'ergonomie des outils. Donc on a pu donc, avoir ces outils donc, en 2012 concrètement et de pouvoir démarrer ainsi vraiment la structuration donc, des données, d'organiser en fait notre patrimoine de données géographiques. Ce qui a permis donc ce qui a permis donc jusqu'en mars 2014 en fait on a constitué comme ça, et on continue d'ailleurs à constituer notre patrimoine, ce qui fait qu'à ce jour on a quand même 2,5 millions d'objets géographiques qui sont dans une base de données bien organisée. Ça représente quand même 345 couches d'informations et vraiment sur plein de thématiques puisqu'on a 37 thématiques qui concernent à la fois l'assainissement, les problématiques de sécurité, de l'accessibilité, les déchets, l'habitat, la voirie, etc., etc. Classiques, qui sont liés aux compétences d'une ville et d'une agglomération Plaine Centrale, d'une agglomération, pardon. Donc, on a pu avoir donc, tout ce patrimoine. Il était temps et urgent de mettre en place un catalogue. À la base, on avait déjà en fait commencé à travailler avec Géosource. Mais comme j'évoquais, en fait, il y avait vraiment une attention, il était souhaité vraiment une attention particulière sur l'ergonomie et sur l'esthétique, en fait, vraiment sur l'aspect beau, voilà, l'esthétique des outils. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un marché très spécifique pour disposer d'un géocatalogue avec à la fois la possibilité donc de lier avec nos données, en fait, et aussi vraiment en termes de consultation de l'information, mais aussi aller plus loin en termes de libéralisation des données, donc d'open data. Donc je vais vous montrer tout ça après, évidemment. Là, aujourd'hui, donc en 2015, on a pu donc déployer les portails que je vais vous présenter. On est aussi, tout ça, ça se fait forcément avec les services, et puisque ce sont les services de Créteil et Plaine Centrale qui sont producteurs d'informations, de l'information géographique. Nous, ici, on est un tout petit service, puisqu'on est le pôle SIG, c'est 2 agents au sein de la DSI, bientôt 3, puisqu'on est en train de recruter un data manager, un administrateur de données géographiques qui est en cours. Et puis également s'organise dans les services des référents SIG par thématique. Donc on a des référents SIG qui sont désignés, qui sont vraiment garants en fait du patrimoine sur par exemple l'assainissement, un référent SIG assainissement, un référent SIG voirie, un référent SIG comité de quartier, démocratie locale, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a une trentaine. On n'a pas encore tous nos référents, on en a bien la moitié à ce jour. Voilà, donc c'est vraiment une démarche qui est en cours. Donc en termes d'outils, d'architecture, donc je vais vous présenter l'architecture de façon très simple pour arriver à avoir du temps pour vraiment faire une démonstration sur notre géocatalogue Open Data. Donc on a à la fois pour produire de la donnée en fait, pour que les services puissent être producteurs d'informations et aussi exploiter l'information. On a à la fois un web SIG qui est donc la solution Egg qui nous permet de générer autant d'applications qu'on le souhaite. Donc on a une application de consultation qui sert à l'ensemble des agents de Créteil et Plaine Centrale. Et puis après, on a des applications plus orientées en fait qui sont ciblées pour certains agents, comme par exemple une application spécifique pour l'habitat, une application spécifique pour l'environnement, une application spécifique hygiène publique, etc. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'on a un petit paquet. On a aussi, donc ça c'est le web SIG interne,
On a aussi des outils spécifiques, notamment donc AutoCAD, puisqu'en fait les dessinateurs des services techniques étaient déjà équipés d'AutoCAD, donc l'idée c'était de les laisser sur leur outil, où ils avaient déjà en fait une compétence, en faisant le lien avec la base de données, donc via le MAP, l'AutoCAD MAP. Et puis on a d'autres outils comme QGIS ou Corto Memento qui sert uniquement pour des observatoires très spécifiques. Parallèlement, en fait, donc on a mis en place la partie grand public, avec des cartes en fait qui sont sur les sites de Créteil et de Plaine Centrale. À ce jour, on a une centaine de cartes qui est en ligne, et ça, c'est grâce à l'outil WooseMap Portal de WebGeoService, qui permet d'avoir un outil très simple, en fait, très ergonomique, très orienté grand public. Et puis, donc, notre dernier bébé, c'était donc la mise en place de notre géocatalogue Open Data, donc avec la société Isogeo qui a été retenue pour mettre en place ce géocatalogue Open Data. Hop. Alors, tout ça, en fait, donc ces outils, il faut, pour que ça fonctionne, en fait, enfin, plutôt pas les outils, mais la démarche SIG, il faut une organisation et elle doit être optimisée, puisqu'on a des petits moyens. Donc, on a très rapidement, en fait, mis en place un comité de pilotage qui réunit à la fois la direction générale et les élus, en fait. Donc, il y a 4 élus, en fait, qui décident, en fait, chaque année des actions du SIG, donc qu'est-ce qu'on doit prioriser en fait sur les actions, enfin voilà, qu'est-ce qu'on doit déployer en priorité, et puis également évidemment faire le bilan de ce qui s'est passé l'année précédente. Donc le pôle SIG, donc 2 personnes, bientôt 3, et puis indispensable, donc ces référents SIG qui sont à la fois nos relais en fait des services en termes d'usage, mais aussi et surtout en fait garant de la qualité de l'information produite. Et pour ça, on a justement besoin d'outils pour les aider, en fait, les accompagner dans ce rôle. On a à la fois, donc, en termes de gouvernance, on avait des besoins qui concernent 3 niveaux, puisqu'en fait, on a des besoins qui sont vraiment spécifiques internes, justement, pour aider les référents SIG et connaître notre patrimoine d'information géographique. Donc ça, c'est à la fois pour la ville de Créteil et l'agglomération Plaine Centrale. Mais il y avait aussi toujours, comme dès le départ, en fait, c'était aussi ouvrir aux citoyens directement. Et également à nos partenaires. Donc, nos partenaires et surtout en fait les Géo Val-de-Marne, enfin le Conseil général du Val-de-Marne avec sa plateforme geovaldemarne.fr. Et puis également on a été des acteurs privés, donc avec une ouverture, là c'est surtout pour l'open data, puisque nous avons été sollicités par des sociétés comme IR ou TomTom, et donc ce qui nous a aussi lancé dans cette dynamique en fait de l'open data. Et enfin, évidemment, tout ça pour être aussi en conformité avec la directive Inspire et puis tout ce qui est donc le géocatalogue au niveau, enfin tout ce qui est au niveau national et au-delà aussi au niveau européen. Alors les enjeux au niveau interne par rapport à ce géocatalogue Open Data, c'était déjà très clairement, c'était d'avoir une meilleure visibilité de notre patrimoine, puisqu'on commençait à avoir un patrimoine assez riche et donc savoir qu'est-ce qui existe, puisqu'en fait, l'ensemble des agents ne visualisent pas forcément toutes les informations, puisqu'il y a des informations qui sont accessibles uniquement à certains agents. Typiquement, on a des données qui peuvent être sensibles, et donc, par exemple, même les données relatives sur les données non des propriétaires, par exemple, tout ce qui est cadastral, en fait, évidemment, c'est pas l'ensemble des agents qui ont accès à toutes ces informations magiques, ou aussi des données que nous, on produit, en fait, et qui ne sont pas forcément accessibles à l'ensemble des agents. Donc, par contre, c'est intéressant quand même de savoir que ce patrimoine existe, pour justement éviter, comme M. Abid disait, de reproduire l'information, mais plutôt se rapprocher des référents SIG pour justement avoir l'information si c'est possible. Également, l'intérêt, c'était aussi de bien mettre en valeur les données qui existent, et justement pour faciliter leur réutilisation. L'autre objectif, c'est aussi qu'on commence à avoir de nombreuses applications, que ce soit internes ou externes, et c'était depuis ces applications pouvoir connaître la qualité de l'information, donc pouvoir être renvoyé vers la métadonnée, dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'un côté, je peux rechercher qu'est-ce que j'ai comme information, et quand je suis déjà sur l'information, quelle est la qualité de cette information, donc avoir accès à ces métadonnées facilement. Et puis tout ça, évidemment, on avait des contraintes fortes qui étaient, il fallait qu'un maximum soit automatisé, puisqu'on est une toute petite équipe, donc il était important en fait qu'on ne passe pas trop de temps, et c'est aussi ce qui nous avait un peu freiné en fait avec le projet initial de devoir tout saisir. Ça, c'était pas gérable. Donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir scanner
un maximum pour pouvoir que ça se remplisse, un maximum d'informations qui puissent se remplir. Et notamment la date de modification de l'information géographique, parce que ça c'est impossible presque à gérer, et donc c'était vraiment un aspect très fort en fait, une attente très forte de notre part. Et il y a également donc, des enjeux très forts au niveau donc, pour être en conformité avec Inspire. Hein, je n'ai pas besoin de redécrire nos obligations. C'était à la fois donc, être en lien avec la plateforme départementale, donc le géovaldemarne.fr. Donc là, on est en train de finaliser en fait ce moissonnage, en fait, donc de vraiment pouvoir moissonner avec le Géoval-de-Marne, et puis également de pouvoir moissonner avec le Géocatalogue national. Je vous montrerai rapidement ce que ça donne. Enfin, donc la démarche. L'idée, c'était de faire aussi des portails donc, spécifiques avec des accès distincts, où on a donc des portails d'accès, et donc de façon très ergonomique. Donc, travailler toujours sur l'esthétique, l'ergonomie, pour pouvoir, donc, via ces portails, à la fois consulter l'information et également pouvoir télécharger les données qui sont en open data. On est vraiment sur une démarche itérative, progressive. On fait avec, voilà, pour l'instant il y a très peu de jeux de données, hein, puisqu'on a 3 jeux de données concrètement libérés côté Créteil et 2 jeux de données côté Plaine Centrale. Donc, côté Créteil, c'est Fier de Voirie, les parkings et les places PMR. Côté Plaine Centrale, on est sur tout ce qui est zones d'activité et les circulations douces. Les circulations douces, il y a plusieurs jeux de données compris dedans, qui sont des thématiques un peu plus grosses. Voilà, donc il y avait cette volonté, en fait, en tout cas, de pouvoir visualiser déjà l'information et même pouvoir télécharger. Et puis d'avoir des données donc, qui soient aussi directement celles qui sont libérées, que vous puissiez directement y accéder via data.gouv.fr. Bon, alors voilà, plus qu'un grand discours, je vous propose de passer tout de suite à la démonstration. Alors, allons sur le portail donc, de la ville de Créteil. Vous y accédez, on va faire comme ça je vais vous montrer comment y accéder, une fois que je serai plus là. Hop, donc, ville de Créteil. Voilà, en fait, c'est ici. Vous avez le GeoPen Data. À côté, vous avez le plan de ville. Donc, ici, je vais avoir un certain nombre d'informations. Par exemple, je vais chercher les parkings, puisque c'est une donnée qui est justement libérée. Donc, les parkings, je vais savoir, évidemment, j'ai des informations, donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce portail? On trouve uniquement les données qui sont produites par les services de Créteil. C'est pas les données produites par la Plaine Centrale, puisqu'on a un autre portail dédié, en fait, pour les données produites par la Plaine Centrale, et ce n'est pas non plus les données produites par nos partenaires ou par autres, puisque ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de rendre visible ce que l'on produit. Et donc voilà, donc au meilleur des cas, donc on renseigne en fait qu'est-ce que cette information. La data-modification donc qui s'actualise automatiquement, ça c'est un intérêt quand même assez important. Donc là, a priori, les collègues du service voirie ont mis à jour en fait le 19 mars. Et puis on peut donc justement contacter cette personne si on veut avoir plus d'informations. C'est des données qui sont en licence ouverte étalable. On a fait une délibération en ce sens. Donc on peut visualiser les parkings. Ça va bien cliquer, non. Donc là, ça renvoie sur les parkings. Hop, si je clique dessus, j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent. Donc, ça, c'est typiquement des infos qu'on a décidé de rendre visibles. C'est un travail qui a été fait avec la communication, avec notre service de communication. On peut aussi directement accéder au plan interactif, où là, on a un certain nombre d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je vais pouvoir, si je reste sur mes parkings, je peux accéder inversement à ma petite fiche de métadonnées qui va bien sur les parkings. Et donc, pouvoir disposer des informations relatives au parking, savoir qu'elles ont été mises à jour justement le 19 mars, et voilà, avoir au moins la fiabilité sur l'information, savoir la date. Et puis, pour certaines données, on va plus loin, comme les parkings, puisqu'on peut donc les télécharger. Et pour ça, on offre donc différents... Je vais baisser. Là, voilà. Donc, on offre différents formats en fait, et différents systèmes de projection pour pouvoir télécharger ces informations. Avec évidemment le GeoJSON, et puis pour ceux qui ne sont pas forcément graphiques, donc le CSV, KML, etc. Voilà, donc pour les parkings, on
peut également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en valeur en fait certaines informations. Donc évidemment, là pour l'instant, nous on a mis nos 3 jeux de données qui sont ouverts, mais aussi on peut mettre en valeur, par exemple, les récemment modifiés. Comme là, évidemment, les découpages des bureaux de vote, il y a eu un travail qui a été fait suite pour les dernières élections, hein, donc ces données ont été actualisées. Et puis a priori, les collègues ont travaillé donc sur les épaves, et puis voilà, les espaces verts ont travaillé également. Pour autant, ces informations ne sont pas forcément là, par exemple, si je prends les élections, on va pouvoir les visualiser. Voilà, on peut les voir, on peut visualiser le découpage des bureaux de vote, mais on ne peut pas les télécharger, puisque ce ne sont pas des données qui sont pour l'instant en open data. Ça fait l'objet d'un arrêté, en fait, du maire, qui décide, en fait, des données qui sont mises en open data. Hop. Si je retourne au résultat. Voilà, donc je peux aussi donc donner des accès par thématique, donc par exemple la voirie, où je peux avoir un certain nombre d'informations, comme le filière de voirie qui lui est en open data, mais je vais en prendre un autre parce que c'est une info qu'on m'a demandé justement hier. C'était dans notre premier mail qu'on a reçu en fait de sollicitation, où on nous a demandé donc les points adresses de Créteil, enfin les numéros de voirie. C'est une information qui est ni visible pour l'instant et ni téléchargeable. Mais pour autant, c'est intéressant parce que voilà, on le dit, en fait, on a ces informations. Là, pour l'instant, il y a un travail à faire puisqu'on n'a pas encore on doit travailler avec le référent SIG sur ces aspects. Et là, on voit qu'on est sur une fiche qui est vraiment très très vide en fait. Et typiquement, en fait, donc si je vais sur, alors, j'ai beaucoup de choses ouvertes. Si je vais sur donc là, je suis sur la PP que vous a montré M. Moura avant ma présentation. On peut donc avoir directement, donc c'est ici en fait, et c'est assez simple en fait. Si je veux modifier, en fait, voilà, je peux modifier. Ici, je peux mettre il s'agit des points adresse, etc. Hop, j'enregistre. Voilà, hop. Je vais fermer celui-ci, ça éviterait de me faire avoir. Si je fais un petit CTRL F5, je vais avoir une information qui va apparaître. Voilà, il s'agit des points d'adresse. Vous voyez, il n'y a pas de trucage, c'est en direct. Donc voilà, donc c'est assez simple en fait. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut facilement choisir en fait dans quel portail on va mettre les informations. C'est comme je vous évoquais, en fait là, on a vraiment les données qui sont produites par les services de Créteil. Et si on va, je crois que j'ai fermé le lien pour accéder, alors c'est pas grave, je vais l'avoir ici. Pour aller au géodata de l'agglomération Plaine Centrale, sinon on peut aller sur le site de la Plaine Centrale et c'est pareil, à l'entrée vous aurez. Et là on a d'autres informations en fait qui sont celles qui sont produites uniquement donc, par les services de la Plaine Centrale. Et pour ça c'est très simple en fait sur l'APP. Hop, on va revenir en arrière. On peut très facilement, en fait, il suffit de choisir. Si par exemple je suis ici, j'indique en fait, là on voit en fait, il est indiqué qu'il est dans le catalogue des services internes et dans le catalogue de l'agglomération Plaine Centrale. Il n'est pas en fait les médiathèques, en fait, on ne l'a pas au niveau des services, vous voyez, au niveau du portail de Créteil. Si je vous montre comme ça, c'est peut-être plus simple. Si je fais médiathèque. Voilà, il n'y a pas d'info. Si maintenant, allez, juste pour là, je vais mettre que en fait, les médiathèques sont produits aussi. Donc, hop, il me suffit de rajouter Ville de Créteil. Nous, on l'a appelé comme ça, c'est notre catalogue Ville de Créteil. Je l'enregistre. Enfin, il va se rajouter. Hop, voilà, donc là, on le voit, il est apparu. Hop, donc, je remets. Et voilà, et du coup, j'ai bien mes médiathèques qui sont apparues. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple en fait pour pouvoir choisir qu'est-ce que je mets ensuite, quelle fiche d'information je mets dans chaque portail. Ici, donc je vais dans mon portail. Ça, je peux fermer. Je fais un peu de nettoyage. Voilà. Et donc ici, évidemment, les médiathèques, je vais les retrouver dans la culture. Puisqu'on a des accès directement, c'est là où c'est intéressant. Également, on peut faire des liens directs. Et puis, j'accède à ces informations. Je peux les visualiser. Elles sont pas en open data, donc celles-ci, je ne peux pas les télécharger.
mais ça peut venir. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi m'authentifier. En fait, je peux et dire, voilà, moi, je voudrais avoir des informations quand les données sont actualisées, notamment, de recevoir un petit mail pour dire que les données sont actualisées. C'est d'autant plus intéressant quand les données sont évidemment visualisables et encore plus quand elles sont téléchargeables. Il y a un principe, en fait, d'abonnement, en fait, assez simple. Je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse. Je voulais juste, pour conclure, vous présenter en fait donc le moissonnage. Donc il est en cours avec le Géoval de Marne, donc je ne peux pas vous le montrer là dans l'immédiat. En revanche, je vais vous montrer juste au niveau national. Donc là, c'est les parkings qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on est bien sur la fiche en fait. Vous voyez, il se moissonne directement depuis geodata.ville-créteil.fr. Et on peut à nouveau donc télécharger les données open data, les visualiser les données. Enfin ça, c'est toutes les ressources en fait on a attachées en fait à ces données et qui sont donc visualisables et les différentes informations qui nous voilà, avec les gestionnaires, les contacts, etc. Voilà, et du même principe, on est en train de travailler en fait pour qu'il y ait directement un moissonnage aussi qui se fasse avec data.gouv.fr. Donc les données qui sont à libérer, en fait, elles puissent être mises directement sur data.gouv.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention, je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Je redonne la main à M. Moura. Eh bien, je reprends la main. Du coup, voilà, moi aussi j'étais parti sur le portail pour suivre un peu avec vous. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas trop de questions, c'est que la démo laisse sans voix certainement. Voilà, merci en tout cas Hervé et Nathalie, messieurs, dames qui nous écoutez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on voit que c'est un projet quand même très intéressant à Créteil et Plaine Centrale. Je trouve que ça apporte beaucoup d'éléments sur la gestion de projet en SIG, qu'est-ce qui est possible de faire. Je crois qu'on fait un projet vraiment intéressant. Moi, je tenais à dire aussi que voilà, nous sur l'open data, on a appris à se spécialiser aussi là-dessus au-delà de l'Inspire, et donc on amène aussi un accompagnement sur les licences, sur qu'est-ce que c'est, etc. Donc on avait fait aussi des bonnes séances de travail avec Madame Le Tessier et son équipe. Voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, merci à tous. On a tenu le temps. Je crois qu'on a une bonne présentation, un bon support. L'enregistrement ainsi que donc les supports de présentation seront mis à disposition dès la semaine prochaine. Voilà. Je vous donne également rendez-vous le 19 mai prochain, dans lequel on abordera, toujours pareil sur le même modèle, des retours de projets liés au Geodata Management. Donc on aura certainement l'agglomération de Dijon et peut-être aussi une grande entreprise pour montrer aussi d'autres façons d'appliquer ce genre de choses. On vous donne également rendez-vous à Décryptageo le 9 et 10 juin, où c'est des thématiques liées à l'interopérabilité sur lesquelles nous interviendrons. Voilà. Voilà, donc sur le blog, si vous retrouvez en tapant webinaire sur la moteur de recherche du blog, vous pourriez les retrouver. Il y a des remerciements qui arrivent aux intervenants. Eh bien, merci. Je vous retourne le remerciement à tous les participants, intervenants et spectateurs. Et à bientôt pour les webinaires ISOGEO. Voilà, au revoir. Au revoir.